Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant, comme toujours. Vendre un bien sous curatelle. Waouh. Toujours la même réaction. Je sais de source sûre que tu as écrit un article sur le sujet il n'y a pas longtemps, qui devrait sortir incessamment sous peu. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui se retrouvent dans la situation où malheureusement leur père, leur mère ou les deux, mais généralement un des parents se retrouve dans l'incapacité de prendre des décisions et du coup ça incombe à un curateur. Et j'imagine que ça complique un peu les choses quand même. Donc, je pense que l'angle qu'on va prendre, c'est un peu tes conseils sur le sujet. On n'est pas obligé de faire tout le truc. Je pense que l'article va répondre à pas mal de questions, mais ça serait un peu tes quelques conseils clés pour justement travailler avec un courtier dans la vente de ce type de bien. Oui, alors, c'est vrai que c'est tout un programme. Donc, tu veux dire que c'est le fils ou un des enfants, la fille, les enfants qui doivent s'occuper de la vente du bien de leurs parents, le père, la mère ou les deux, qui sont encore vivants du coup, mais qui n'ont plus la faculté de discernement et donc il faut faire appel à la justice de paix pour avoir un curateur qui soit nommé et qui puisse donner son approbation à la vente du bien. Exact. Et si je ne me trompe pas, il est possible qu'un des enfants soit nommé curateur. Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Là, le principe directeur, le plus important pour la justice de paix, c'est de s'assurer que les intérêts des propriétaires soient défendus correctement. D'accord. Ce qui paraît logique. Oui, tout à fait. Donc, la justice de paix pourrait accepter la nomination d'un des enfants comme curateur, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. D'accord. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, pour savoir s'il y a un conflit d'intérêts, c'est très simple. À partir du moment où tu te poses la question de savoir s'il y a un conflit d'intérêts, tu peux être sûr qu'il y en a un. Mais du coup, comment il fait le curateur ? Enfin, la justice de paix, comment elle fait pour... Elle va interviewer la personne qui se propose d'être le curateur ou la curatrice et va s'assurer, que la personne n'est pas aux poursuites, que la personne ne traîne pas, n'a pas un casier judiciaire, des choses aussi fondamentales que celle-là, et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les intérêts du propriétaire vendeur, donc le père, la mère, les deux, peu importe, comme et une l'enfant. Vieille dispute qui fait que les deux enfants ne se parlent plus depuis 30 ans ? Ça, ce serait une possibilité, mais encore plus simple que ça. Disons que papa et maman sont en EMS. Ils n'ont plus toute leur tête, et du coup, il faut nommer un curateur pour pouvoir gérer leur patrimoine. Le fils habite dans la maison depuis 30 ans. Oui. Il y a forcément un conflit d'intérêts. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la justice de paix, elle va regarder les choses les plus évidentes pour déterminer si oui ou non il y a une possibilité de conflit d'intérêts. D'accord. Maintenant, admettons qu'un des enfants soit candidat pour être le curateur ou la curatrice et que, de toute évidence, il n'y a aucun conflit d'intérêts possible. La justice de paix donne son aval à la nomination de l'un des enfants comme curateur ou curatrice. Ça simplifie déjà les choses. C'est sûr. Enfin, ça simplifie dans ce cadre-là, j'imagine, parce que c'est forcément plus compliqué que si c'était une vente du propriétaire directement. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice de paix va vouloir s'assurer que les intérêts des propriétaires vendeurs, qui sont donc sous curatelle, soient correctement défendus. Donc ça passe par une ou plusieurs estimations de professionnels qui soient totalement correctes, des estimations qui sont présentées selon le schéma auquel la justice est habituée. Donc, il y a une manière de présenter les choses à la justice. Deuxièmement, que la mise en vente soit faite vraiment correctement, de nouveau
en défendant les intérêts des propriétaires, que suffisamment d'annonces soient faites pendant suffisamment de temps, que suffisamment de visites soient organisées, que suffisamment d'offres soient reçues, et qu'il y ait la possibilité pour chaque personne qui soumet une offre de faire une surenchère et donc d'arriver au meilleur prix de marché possible. Tout ça doit être fait et tout ça doit pouvoir être démontré en des termes auxquels la justice de paix est habituée. D'accord. Donc ça, c'est la partie du courtier, en fait. Oui, absolument. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des conseils en particulier ou des astuces ou des conseils pour des personnes, des enfants qui se retrouveraient dans cette situation-là? Il faut essayer de gagner du temps partout où on peut essayer d'en gagner. Comme quoi? Quand on reçoit une demande de la justice de paix comme « Pouvez-vous nous fournir le formulaire d'estimation ?» il faut le renvoyer tout de suite, pas 2 mois plus tard. Oui. La justice de paix a son propre rythme. Ils ont énormément de choses à faire. J'imagine. Tout à fait. Ils ont énormément de cas à traiter et ils ont des priorités, comme par exemple des enfants battus. Oui. Ça va être une priorité par rapport à la vente d'une maison de personnes qui sont dans un EMS. Donc, partout où on peut gagner du temps, il faut gagner. Ou sinon, ça va doubler, voire tripler la durée de la vente. En optimisant au maximum les paramètres, il faut compter, je dirais, entre 6 et 9 mois pour terminer une vente de personnes sous curatelle. D'accord. Ça compte la nomination du curateur ou de la curatrice. Il y a des délais de recours avant que la nomination ne soit définitive. Ça inclut le processus de vente qui, va quand même prendre quelques mois entre l'estimation, la mise en vente, la négociation, aller chez le notaire, préparer un projet d'acte qui sera conditionné à l'obtention de l'autorisation de la justice de paix. D'accord, mais si je reprends en séquence, mettons des Paul te contacte ou contacte un agent immobilier pour vendre la maison de son père qui est parti en EMS. À quel moment intervient la justice de paix? En fait, je ne sais pas si tu comprends ma question, mais en gros, voilà, à quel moment il faut l'aval pour pouvoir continuer? Je comprends très bien ta question. La toute première chose à déterminer, c'est si le papa de Paul, qui est parti en EMS, a la faculté de prendre des décisions lui-même ou pas. D'accord, donc ça, j'imagine que c'est un médecin qui va le décider, en fait. Il n'y a pas de règle sur qui détermine est-ce que la personne a la faculté de prendre des décisions. Et en plus, la faculté de prendre des décisions va s'évaluer, va s'estimer en fonction du type de décision à prendre. Est-ce que le papa de Paul est apte à acheter un croissant à la boulangerie? Oui. Est-ce que le papa de Paul est apte à mettre en vente son portefeuille d'actions? C'est pas sûr. Ça doit être déterminé. Mais donc, qui le détermine? S'il est en EMS, le plus simple, ce serait de demander une attestation au médecin de l'EMS. D'accord, donc ça reste un personnel du corps médical qui... Dans ce cas-là, quelqu'un qui serait en EMS, c'est ce que je recommanderais. D'accord. Parce que un notaire ou la justice de paix va vouloir avoir une preuve d'une tierce personne qui aurait l'autorité de déterminer si oui ou non le père de Paul a la faculté de prendre ce genre de décision. Donc, imaginons le père de Paul, Jacques, on se rend compte qu'il est incapable de prendre cette décision-là. Il a malheureusement un Alzheimer. Ok. Très bon exemple. Malheureusement, voilà, c'est une maladie qui existe et qui frappe les personnes d'un certain âge. Ça arrive, tout à fait, c'est très fréquent. Mais dans ce cas-là, il va falloir faire nommer un curateur ou une curatrice qui va gérer le patrimoine et entre autres le patrimoine immobilier de Jacques. D'accord, donc c'est la justice de paix qui initie ça et qui fait en sorte qu'un curateur soit nommé. Oui, maintenant, c'est toujours beaucoup mieux de
proposer des choses à la justice de paix plutôt que de l'obliger à prendre les décisions elle-même. Oui, là, je veux pas rentrer dans les conseils, on verra plus tard. C'est juste pour donner aux gens à quel moment, en fait, parce que j'imagine qu'il y a au moment de dire on doit vendre le bien, il faut le vendre, il faut le mettre en vente, mais Jacques n'a plus toute sa tête, basiquement. Donc là, la justice de paix intervient. Est-ce qu'elle intervient plus loin dans la vente? Une fois que la justice de paix est d'accord qu'il faut vendre le bien et que la curatrice, la curateur est nommé, est-ce que la justice de paix intervient plus tard sur la ligne? Oui, absolument. À quel endroit? C'est-à-dire que on va faire préparer, à partir du moment où on a trouvé un acquéreur, oui, on va faire préparer un projet d'acte. Oui, comme n'importe quelle vente. Tout à fait. Mais ce projet d'acte cette vente sera conditionnée à l'approbation de la justice de paix. D'accord. Donc c'est eux qui donnent leur stamping final. C'est réellement un jugement. D'accord, un jugement, ok. De la justice de paix disant, et c'est toujours en plusieurs pages, oui, mais qu'ils donnent leur approbation pour que ce bien soit vendu à telle et telle personne, à tel prix, chez tel notaire, à telle condition, qui ont déjà été approuvées par les parties. Ok. Et donc une fois que c'est signé tout ça, c'est bon, en fait, le bien passe de main. Mettons, il y a la remise des clés. Bon, c'est par rapport à ce cycle-là de vente, c'est bon, en fait. Oui, fondamentalement, on est dans une vente traditionnelle. Il y a simplement une étape de plus. Enfin, simplement une étape de plus. Une étape de paperasse administrative supplémentaire, on va dire. Oui, on peut l'appeler comme ça. Maintenant, il faut vraiment voir que la justice de paix est là pour s'assurer que les intérêts des personnes soient correctement défendus. Donc oui, c'est administratif, c'est lourd, c'est lent, mais c'est vraiment pour le bien des personnes. Oui, non, ça, bien sûr, c'était juste pour montrer que sur le papier, ça peut paraître comme une étape de plus, mais bon, ça a quand même pas mal d'implications. Absolument. L'air de rien. Ok, si tu avais un conseil en or à donner là-dessus. Mais il faut travailler avec quelqu'un qui connaît le papier à musique. Si tu fais appel à un courtier ou une courtière qui n'a pas l'habitude de travailler avec la justice, qui ne sait pas comment leur présenter un dossier, qui ne sait pas comment est-ce que l'on communique à un juge, ça va ralentir les choses. Et les juges ont énormément de dossiers à traiter, donc ils vont donner la priorité à des dossiers qui sont bien ficelés, dans lesquels tout leur a été présenté dans la bonne séquence. Oui, ils ne doivent pas courir après les informations, sinon de toute façon ça ralentit les choses, ou alors ça les saoule, quoi. Mais clairement, ça reste des êtres humains, ça reste des hommes et des femmes. Ils vont, traiter avec beaucoup de facilité les dossiers qui leur sont bien présentés et les dossiers qui leur sont mal présentés, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord. Bon, merci. Mais je t'en prie. À la semaine prochaine. Ok.